Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. La façon dont tu choisis d'utiliser la première heure de ta matinée est un reflet brutal de qui tu es vraiment. Peu importe combien de plans tu écris, ni quelles bonnes intentions tu as la veille. Ce que tu fais en te réveillant révèle ton niveau d'autodiscipline et la qualité de ton esprit. La plupart cèdent à l'inertie, se laissent entraîner par l'attrait du téléphone, l'urgence de répondre aux messages, le bruit de ce que les autres attendent de toi. C'est ainsi que commence la journée pour presque tout le monde, en étant l'effet de forces externes, pas la cause de sa propre vie. Mais il existe une autre façon de commencer. Le stoïcisme n'est pas une théorie à lire avant de dormir. C'est un entraînement mental quotidien, un mécanisme de défense et de progrès. Celui qui contrôle sa première heure contrôle le reste de la journée. La sérénité n'est pas un cadeau. Elle se construit, elle se tire de la routine et de la peur avec discipline et clarté. Chaque matin est un examen, et la note dépend de ta capacité à choisir la conscience plutôt que la réaction, la vertu plutôt que le confort, le but plutôt que la routine. Aujourd'hui, je ne te propose pas de promesses vides, ni de belles phrases pour te sentir mieux 5 minutes. Je te propose 10 exercices mentaux qui peuvent briser la paresse et l'automatisme qui te freinent. Nous ne sommes pas des victimes du matin, nous en sommes responsables. La façon dont tu commences la journée est ta véritable déclaration de principe. Entraîne ton esprit avant que le monde n'essaie de le conditionner à ta place. 1. Choisissez votre attitude avant de commencer la journée. La plupart des gens se lèvent déjà vaincus. Ce n'est pas que la journée les batte, c'est qu'ils ne se battent même pas. À peine ouvrent-ils les yeux et leur premier acte est de se rendre. Ils prennent leur téléphone, s'immergent dans des messages d'autrui et sans s'en rendre compte, ils cèdent le contrôle de leur humeur à tout ce qui apparaît sur l'écran. Si vous commencez ainsi, ce n'est pas le destin qui vous pousse, c'est vous-même qui vous met la corde au cou chaque matin. Il est facile de se justifier en disant que vous ne pouvez pas l'éviter, que c'est ainsi que fonctionne la vie moderne, ou que demain, vous ferez les choses différemment. Mais ces phrases sont l'usine de la faiblesse. Ce que vous ne maîtrisez pas dans la première heure, vous le maîtriserez le reste de la journée. Et c'est un fait. L'attitude avec laquelle vous vous levez est votre première décision, pas un accident. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses. Vous êtes responsable de ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit à peine réveillé. Allez-vous choisir de commencer la journée avec de l'anxiété empruntée ou avec une direction propre? Si votre première pensée est réactive, vous avez déjà perdu l'initiative. Si vous ne prenez pas une position ferme avant de sortir du lit, n'importe quel courant vous emportera et, à midi, vous serez déjà en train de répéter des schémas automatiques, justifiant vos réactions, accumulant de la frustration en vous sentant à la merci de tout et de tous. Il ne s'agit pas de se sentir motivé, il s'agit d'exercer un contrôle. Un stoïque n'attend pas que les circonstances soient favorables pour décider qui il veut être. Je ne vous parle pas de sourire faux ni de positivisme bon marché. C'est autre chose. Reconnaître, de front et sans anesthésie, que votre attitude est l'outil le plus puissant que vous ayez et que, si vous ne l'utilisez pas, vous la gaspillez. Il y a un moment, à peine vous ouvrez les yeux, où vous pouvez choisir entre suivre le même scénario ou en écrire un nouveau. Cette décision est un petit acte de rébellion contre l'inertie. Et oui, c'est difficile. Au début, ça fait mal. Mais chaque fois que vous choisissez la conscience, vous gagnez du muscle mental. Et chaque fois que vous vous abandonnez au pilote automatique, cette dette interne grandit. Demandez-vous, allez-vous être l'auteur de votre journée ou juste un spectateur? Il n'y a pas de neutralité ici. Personne ne va vous offrir de la clarté, de l'autodiscipline ou un but. La première minute de la journée est à vous ou elle est aux autres. Choisissez votre attitude ou quelqu'un d'autre la choisira pour vous. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue commence dans ce choix silencieux. Le caractère se forge quand personne ne vous regarde. Ce que vous tolérez le matin définit ce que vous permettez dans votre vie. La médiocrité est confortable, mais elle vous coûte cher avec les années. Proposez-vous, aujourd'hui, avant de sortir du lit,
Je décide d'être maître de mon humeur. Personne ne va mener cette bataille pour vous. Commencez par vous-même et ne négociez pas avec votre faiblesse. 2. Protège ton esprit du bruit extérieur. À peine ouvres-tu la porte de ta maison, le monde est déjà en train de parler. Klaxons, voix, notifications, annonces collées sur les murs, fragments de conversation d'autrui. Tout rivalise pour attirer ton attention, comme si ton esprit était un écran public sur lequel n'importe qui peut laisser un message. Il est facile de se perdre là-dedans, de laisser la première vague d'informations t'emporter et dicter ton humeur, tes priorités, même les préoccupations que tu vas porter toute la journée. Parfois, il n'est même pas nécessaire de sortir. Il suffit d'allumer le téléphone ou de regarder les emails pour sentir que quelque chose d'extérieur décide déjà pour toi. Et si tu le permets, la clarté avec laquelle tu t'es réveillé se trouble, comme une eau claire qui devient trouble au premier contact avec la boue. Ce n'est pas un hasard si tu termines épuisé avant midi. Ton esprit traite des centaines de stimuli que tu n'as même pas choisis, et chacun laisse un petit résidu, une inquiétude, un doute, un désir qui n'était pas le tien, jusqu'à ce que quelqu'un le sème sans demander la permission. Dans ce désordre, le plus facile est de perdre le fil de tes propres intentions et de commencer à fonctionner en mode automatique, répondant à ce que les autres attendent, à ce que l'environnement exige, à ce qu'un écran dicte. Le mécanisme est subtil. On pense qu'on choisit, mais en réalité, on ne fait que réagir. Si tu ne filtres pas ce que tu laisses entrer dans ta tête, tu finis par vivre avec des idées empruntées et des émotions de seconde main. Il y a un piège caché dans l'excès d'informations. Cela te donne l'impression d'être connecté, mais en réalité, cela te fragmente. Chaque morceau de nouvelles, chaque opinion d'autrui, chaque urgence fausse épuise ton énergie mentale, jusqu'à ce qu'il te soit difficile de distinguer l'important de l'accessoire. C'est comme essayer d'écouter ta propre voix dans une foule qui crie. Et c'est ici que se joue l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais d'apprendre à défendre ton espace mental, de mettre des limites claires à ce que tu permets de t'affecter. Tout ne mérite pas ton attention, ni chaque stimulus ne mérite une réaction. Tout ce qui arrive ne doit pas rester, rappelle-le chaque matin. Le stoïque comprend que l'esprit est une ressource limitée et que le protéger du bruit extérieur est une forme de respect envers soi-même. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'hygiène mentale. Si tu ouvres la porte à chaque message, à chaque opinion, à chaque demande d'autrui, tu finis par devenir esclave d'un agenda qui n'est pas le tien. C'est pourquoi choisis tes premières sources d'information avec le même sérieux que celui avec lequel tu choisis quoi manger ou en qui faire confiance. La véritable clarté n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une sélection consciente. Ce que tu permets de t'influencer finit par façonner ton caractère. Que ta journée ne commence pas avec le poids de l'extérieur. Entraîne-toi à protéger ton esprit. Celui qui ne met pas de filtre finit par vivre dans le désordre des autres. 3. Dirige tes pensées, ne les suis pas. Je l'admets, souvent j'ai laissé mes pensées me mener à des endroits que je n'ai pas choisis, comme si elles étaient des courants inévitables. On se trompe en croyant qu'on raisonne, alors qu'en réalité, on suit simplement le fil d'une préoccupation, d'une peur, d'une vieille habitude mentale qui se réactive sans avertissement. Ce glissement n'est pas inoffensif, c'est le début d'une chaîne. Une pensée en entraîne une autre, l'anxiété se multiplie, le focus se disperse, et sans s'en rendre compte, on ne vit plus le jour que l'on avait prévu, mais celui que notre esprit chaotique nous impose. Le piège réside dans l'apparence d'activité mentale. Tu crois que penser beaucoup équivaut à bien penser, mais ce n'est pas vrai. La pensée, si elle n'est pas dirigée, devient du bruit déguisé en analyse. Et ce bruit est coûteux. Il consomme ton énergie, affaiblit ta volonté et te rend vulnérable à tout stimulus extérieur. Il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée de force, comme celui qui réprime une vague. Il s'agit de comprendre le mécanisme. Ce que tu ne choisis pas délibérément s'impose par inertie. Le cerveau est conçu pour économiser des efforts et répéter des schémas, même ceux qui te sabotent. Si tu ne filtres pas,
Si tu ne diriges pas, tu finis par être coincé dans des boucles mentales qui ne font qu'alimenter de vieilles habitudes et des émotions qui ne te servent plus. C'est ici que la stratégie stoïque est implacable. N'accepte pas chaque pensée comme si elle était vérité, ni comme si elle méritait ton attention automatique. Mets-toi en mode directeur, pas en mode spectateur. Demande-toi, avec une brutalité honnête, cette pensée me rapproche-t-elle de la personne que je veux être ou renforce-t-elle simplement ma version la plus faible? Choisis. Diriger l'esprit est un acte d'autodiscipline quotidienne, pas un coup d'inspiration occasionnel. La pratique est concrète. Dès que tu remarques que ton esprit divague, arrête le flux et redéfinis la direction. Tu peux utiliser une phrase d'ancrage « Je ne suis pas les pensées, je les dirige ». Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Chaque fois que tu interromps un cycle négatif et choisis de délibérer, tu renforces le muscle de la volonté. Cela génère une différence cumulative. La personne que tu es à la fin de la semaine n'est pas celle qui réagit par habitude, mais celle qui décide avec intention. Les pensées sont des outils, pas des maîtres. Si tu les laisses gouverner, tu deviens esclave de tes propres mécanismes. Si tu les choisis et les canalises, le jour ne te domine plus, c'est toi qui domines le jour. N'accepte pas la tyrannie de ton esprit sans résistance. Soit tu prends le gouvernail, soit ce sont tes vieux fantômes qui le prendront. 4. Fais de la discipline ton premier acte. Un petit geste peut changer le cours de toute une journée, comme lorsque quelqu'un, avant que les autres n'entrent dans la pièce, réorganise les papiers sur la table et ajuste la chaise. Ce n'est pas seulement pour l'ordre, c'est une déclaration silencieuse de contrôle sur l'espace et le moment. C'est ainsi que fonctionne la discipline dans la première heure de la journée. Je ne parle pas de grandes prouesses ni de routines parfaites, mais de ce premier acte qui semble insignifiant, mais qui contient la graine de tout ce qui vient après. Le corps assommeille, la tête cherche des excuses, les muscles pèsent plus que d'habitude, et l'esprit murmure déjà des négociations pour reporter, pour se laisser aller. Là, juste à cet instant, tu décides si tu t'appartiens ou si tu te laisses aller à la commodité habituelle. Le premier acte discipliné ne se voit pas de l'extérieur, mais se ressent. C'est la décision de te lever dès que l'alarme sonne, de poser les pieds sur le sol froid, d'aller directement au robinet et de laisser l'eau te réveiller, même si tu préfères la chaleur du lit. Cette fraction de seconde où tu choisis l'inconfort plutôt que le plaisir immédiat est là où tu commences à écrire le véritable scénario de la journée. La discipline ne concerne pas le châtiment ni la rigidité, mais de te prouver, dès le matin, que tu as la capacité de diriger ta volonté, même si le corps réclame le contraire. C'est regarder le téléphone et, au lieu de glisser le doigt, le laisser de côté. C'est préparer le petit déjeuner avec attention, même si la précipitation t'invite à tout faire en automatique. Il y a quelque chose de profondément libérateur à prendre le contrôle de ces petites actions. Le silence de l'espace, les sons concrets de l'environnement, le frottement des vêtements en s'habillant, la respiration qui devient plus ferme. Là, dans ces détails, se construit la différence entre une journée traînée et une journée dirigée. Parce que chaque petit acte discipliné est comme poser une pierre de plus dans les fondations de ton caractère. La discipline est ton bouclier invisible. Rappelle-toi cela lorsque la paresse voudra gouverner. L'esprit, en voyant que tu obéis à tes propres ordres, commence à avoir plus confiance en toi. Tu cesses d'être un otage des impulsions, car, même si elles sont fortes, elles ne sont pas les chefs. Tu deviens quelqu'un qui tient sa parole, même si personne ne regarde. Cela a une valeur inestimable, car la véritable estime de soi ne vient pas de discours grandiloquents, mais de l'accumulation de ces petites victoires intérieures. Personne ne t'applaudit pour ne pas regarder ton téléphone, pour commencer une tâche qui te met mal à l'aise, pour sortir, marcher, même si tu préfères rester au lit. Mais là, dans ce silence, se forge la personne que tu vas respecter à la fin de la journée. Le premier acte discipliné n'est pas négociable. Si tu cèdes, tout le reste perd de sa force. Fais de la discipline ton premier acte et tout le reste s'organisera derrière.
Si tu maîtrises le début, tu maîtrises la journée. 5. Trouve de la force dans l'inconfort. Le confort te rend plus faible que n'importe quel adversaire réel. C'est aussi simple que cela. Si tu te réfugies dans la tiédeur, tu t'entraînes à céder chaque fois que la vie te demande un effort. Personne ne devient fort en évitant l'inconfort. Chaque fois que tu choisis le chemin facile, tu nourris justement la partie de toi qui te sabote le plus. La société entière te vend l'idée que tu mérites un plaisir immédiat, un repos sans l'avoir gagné, une gratification sans lutte. C'est du poison, une anesthésie pour le caractère, un piège qui te transforme en otage de tes propres désirs paresseux. Il faut le dire sans détour. Si tu cherches à grandir, l'inconfort n'est pas un obstacle, c'est le seul maître qui ne ment pas. La douleur momentanée de surmonter la paresse, l'inconfort physique de l'exercice, l'effort de rester concentré quand tu préférerais te distraire, sont des investissements. Chaque inconfort supporté consciemment est une brique de plus dans la forteresse de ta volonté. Ce qui te coûte, te construit. Et ce n'est pas un slogan, c'est une réalité biologique et psychologique. Tu veux savoir pourquoi tu continues à répéter les mêmes erreurs? Parce qu'à peine quelque chose te dérange, tu abandonnes. Tu changes de tâche, cherches une distraction, inventes des excuses de adulte fatigué. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la malchance. C'est ta tolérance à l'inconfort qui détermine ta limite. Si tout ce que tu fais est conçu pour éviter tout contact avec l'inconfort, prépare-toi à une vie de faiblesse et de regret. Le stoïcisme n'est pas une littérature ancienne, c'est un entraînement mental pour résister au poids de la vie sans plier. Observe tes matins. Quand le corps demande 5 minutes de plus au lit, quand l'esprit exige que tu reportes ce qui est difficile, c'est là que tout se joue. Celui qui cède à ses petites gênes cède ensuite dans les grandes choses. La force n'est pas spontanée, elle se cultive dans la répétition inconfortable. Arrête de glorifier la facilité, arrête de te protéger de ce qui te fait un peu mal. Le véritable respect de soi naît lorsque tu supportes l'inconfort et que tu restes ferme. L'inconfort est l'alchimie de ceux qui refusent d'être moyens. Prends-le comme une loi. N'attends pas de te sentir prêt. Le moment d'inconfort n'est jamais agréable, mais c'est là que se trouve l'or. Lorsque tu choisis délibérément ce qui est difficile, tu te prouves que tu es capable de gouverner ton esprit et ton corps. C'est la différence entre une journée médiocre et une journée de véritable avancée. Tu n'es pas spécial en évitant la douleur, tu es commun. Celui qui embrasse l'inconfort comme partie de l'entraînement quotidien est celui qui finit par exceller dans n'importe quel domaine. Alors, la prochaine fois que le matin te propose 2 chemins, le confortable et l'inconfortable, tu sauras que l'option correcte est celle qui te coûte le plus. Parce qu'il n'y a pas de force sans friction, ni de clarté sans traverser le poids de ce qui dérange. Choisis l'inconfort, et la journée cessera de te sembler un ennemi. 6. Choisis la vertu plutôt que la gratification facile. La gratification facile te rend faible. C'est la racine du problème que presque personne n'ose regarder en face. Il ne s'agit pas seulement de petites décisions, mais de la manière dont tu t'entraînes chaque matin, chaque fois que tu choisis le confortable, l'immédiat, ce qui te promet un soulagement rapide, tu sacrifies une partie de ton intégrité. Le mécanisme est simple et brutal. Tu évites l'effort. Tu tombes dans la tentation de ce qui te séduit un instant et ensuite tu traînes le poids invisible de la culpabilité, de la frustration, de la sensation d'avoir échoué encore une fois. Personne n'a besoin de te le rappeler. Tu le sens dans ton corps et dans ton esprit, car chaque concession à la facilité est un message direct à ton caractère. Tu n'es pas capable de résister. Cette fracture s'accumule, et peu importe combien d'excuses tu inventes pour la cacher, cela se voit dans ta manière de regarder la journée, dans la peu d'énergie avec laquelle tu fais face aux défis, dans cette voix intérieure qui te demande moins que ce que tu sais que tu pourrais donner. La véritable bataille n'est pas contre le plaisir, mais contre la tendance à céder à lui sans filtre. Le problème est beaucoup plus profond que avoir de la volonté. C'est le manque d'un critère interne qui guide tes décisions quand personne ne te voit.
Il y a une voix automatique, presque programmée, qui t'invite à prendre le raccourci, dormir 5 minutes de plus, vérifier le téléphone par habitude, manger n'importe quoi, juste parce que c'est à portée de main. Cette voix est l'écho d'années de conditionnement, de routines mal apprises, de croyances qui te disent que ce n'est pas grave si tu lâches un peu. Mais si, ça l'est. Chaque acte d'auto-indulgence est un recul silencieux qui façonne l'identité que tu tolères d'être. La gratification immédiate est une dette à long terme. Elle te vole l'opportunité de ressentir une véritable fierté pour qui tu es à la fin de la journée. La clé est de cesser de négocier avec tes faiblesses et de commencer à choisir ce qui renforce ton caractère, même si ça fait mal, même si ça coûte, même si personne ne le remarque. Il ne s'agit pas de vivre une vie de privation absurde, mais de comprendre que la vertu, la tempérance, l'honnêteté, l'autodiscipline a une valeur qui ne se mesure pas en plaisir momentané, mais en la qualité de la personne que tu construis avec chaque décision. Il faut regarder en face tes propres excuses. As-tu vraiment besoin de cette gratification ou es-tu juste en train de fuir le travail intérieur que tu sais que tu dois faire ? L'esprit s'habitue vite à la facilité, mais il peut aussi être entraîné à choisir ce qui élève, ce qui laisse une empreinte positive sur ton estime de soi. La vertu n'est pas négociable, répète-le lorsque la tentation se présente. L'intégrité ne se construit pas dans les grands moments, mais dans ces secondes inconfortables où tu choisis le chemin difficile parce que tu sais qu'il est le bon. Le plaisir sans mérite ne laisse pas de paix, seulement du vide. La gratification facile est l'ennemi de la liberté. Si tu veux du respect de soi, choisis la vertu, même si tout ton corps réclame le contraire. Maîtrise aujourd'hui, satisfaction réelle demain. 7. Anticipe les défis, pas les thèmes. Vous sortez de chez vous et à peine quelques mètres parcourus, le trafic est bloqué. Il y a une file d'attente au magasin, quelqu'un vous parle à la hâte et vous avez déjà la sensation que la journée se complique avant même de pouvoir prendre de l'élan. Ce n'est pas de la malchance, ni un coup du sort. La vie n'est pas conçue pour vous laisser le chemin libre, et si chaque petit contretemps vous surprend comme s'il s'agissait d'une injustice, c'est parce que vous continuez à espérer que tout fonctionne selon vos désirs. Voici l'erreur fondamentale. La plupart des gens abordent la matinée comme si c'était une feuille blanche, espérant qu'elle reste propre, alors qu'en réalité, le monde vient déjà avec des tâches, des obstacles, des exigences extérieures et des désajustements inévitables. Si vous n'anticipez pas cela, vous devenez otage de votre propre naïveté, réagissant avec frustration à chaque faux pas, accumulant irritation et interprétant chaque inconvénient comme une offense personnelle. C'est vivre sur la défensive, et cela vous épuise bien avant midi. Ce qui distingue ceux qui avancent avec assurance, ce n'est pas qu'ils aient moins de problèmes, mais qu'ils s'entraînent à attendre les défis et à les affronter sans drame. Le mécanisme est clair. Si au réveil vous partez du principe que la journée apportera des difficultés, et vous le faites de manière consciente, pas résignée, votre esprit se programme pour répondre, pas pour se lamenter. Il s'agit de vous inoculer contre la surprise, de construire une tolérance active au désordre, aux erreurs des autres, au retard, aux imprévus. Ainsi, lorsque le premier obstacle apparaît, vous ne perdez pas de temps à vous plaindre ni à chercher des coupables. Vous prenez simplement la décision de vous adapter, d'ajuster le plan, de recommencer si nécessaire. Le stoïcisme est une pure stratégie. Vous préparez mentalement à ce qui va presque sûrement mal tourner, non pas pour vous enfoncer dans le pessimisme, mais pour renforcer cette partie de vous qui ne négocie plus avec la réalité. Si vous savez qu'il y aura du poids, vous ajustez votre posture. Si vous savez que tout peut changer sans avertissement, vous entraînez la flexibilité de votre caractère. Anticiper n'est pas craindre. C'est décider à l'avance que vous ne vous briserez pas. C'est la phrase emblématique que vous devez vous rappeler. Chaque fois que vous êtes surpris par ce qui était prévisible, vous perdez de l'énergie et du pouvoir de décision. Si, en revanche, vous vous levez avec la conviction que les défis ne sont pas des anomalies, mais font partie du design de la journée, la fatigue émotionnelle diminue et la frustration perd de sa force.
Ce n'est pas de la résignation ni de la froideur. C'est un entraînement délibéré pour réduire l'écart entre ce que vous attendez et ce qui se passe. Celui qui anticipe les coups ajuste son humeur. Celui qui attend seulement du confort paie le prix de la déception constante. C'est pourquoi, avant de sortir, dites-vous « Aujourd'hui, je ferai face à des obstacles et je répondrai avec clarté ». Cette phrase fonctionne comme un bouclier invisible. N'ayez pas peur des défis. Utilisez-les pour mesurer votre croissance. Celui qui anticipe ne se paralyse pas, il agit avec un avantage. Votre sérénité dépend de votre préparation mentale, non de l'absence de problèmes. 8. Pratiquez la compassion comme une force quotidienne. J'ai du mal à l'admettre, mais il y a des matins où je sors dans la rue avec le froncement de sourcils et la mâchoire serrée, comme si j'étais déjà prêt à me défendre contre le monde avant même que quelqu'un ne me regarde. Je sens le poids de mes propres préoccupations s'accumuler derrière mes yeux et, en croisant des inconnus, la dernière chose à laquelle je pense est de les voir comme des personnes traversant leur propre bataille. Je deviens dur à l'intérieur, presque mécanique dans mes gestes. Je regarde le conducteur impatient, la dame qui marche lentement, le jeune distrait au coin de la rue. Et tout cela, je le filtre à travers le prisme de ma propre fatigue ou de mes propres jugements. Dans cet état, la compassion n'est pas une priorité. C'est à peine un joli mot qui résonne au loin, comme s'il appartenait à un autre type de personne, plus douce ou plus éclairée. Mais il suffit que quelqu'un me renvoie un simple sourire ou un salut sincère pour que je remarque le contraste brutal. Cette petite fissure dans l'armure me rappelle tout ce que je perds en me durcissant. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est un muscle qui s'atrophie si tu l'ignores, et chaque matin j'ai le choix de l'exercer ou de le laisser mourir. Dans la pratique, la compassion commence par les choses les plus simples. Prêter attention au visage, reconnaître la fatigue dans les yeux des autres, remarquer comment quelqu'un tient son téléphone avec des mains tremblantes, ou comment un travailleur ramasse les ordures tout en levant à peine la tête. Le bruit du trafic se mêle au pas pressé, l'odeur du pain frais se croise avec celle de la fumée des camions, et, au milieu de tout ce chaos, chaque personne est une somme d'histoires invisibles. Si tu t'arrêtes une seconde pour vraiment observer, tu vois que personne n'est exempt de fardeau. La compassion est la capacité de regarder au-delà de ton propre agenda et de comprendre que les autres, même s'ils ne te le disent pas, mènent aussi des batailles que tu n'imagines pas. Il ne s'agit pas de sentimentalisme ni de se laisser piétiner. C'est une force pratique. Quand tu choisis de comprendre plutôt que de juger, tu te donnes un avantage invisible. La colère des autres ne te déséquilibre plus de la même manière. Les mots durs perdent leur tranchant. L'empressement des autres cesse de te transmettre de l'anxiété. Pratiquer la compassion est un acte de maîtrise de soi aussi concret que de résister à la gratification immédiate ou de se lever quand c'est difficile. C'est décider que, même si l'esprit te pousse à la réaction automatique, tu peux répondre avec compréhension. Un geste aimable, un regard sans jugement, même céder le passage en silence, sont des entraînements quotidiens. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec dureté, tu gagnes du terrain intérieur. La compassion est une force silencieuse, répète-le en marchant. Parce que comprendre l'autre n'est pas se rendre, c'est prendre le contrôle de la qualité de ton humeur. La colère et l'indifférence te rendent plus faible que n'importe quel acte de bonté. Celui qui pratique la compassion, même quand personne ne le mérite, cultive une sérénité qui ne s'achète avec aucun autre effort. Fais de la compassion une habitude matinale, non pas parce que le monde le mérite, mais parce que tu mérites de ne pas porter l'amertume des autres. La véritable force est de choisir l'humanité, même dans les détails les plus petits. 9. Donne un sens à chaque lever de soleil. Un lever de soleil sans sens est comme une machine en mode pilote automatique. Elle consomme de l'énergie, produit du bruit, mais n'avance vers aucune destination réelle. C'est ainsi que tu vis lorsque tu te limites à répéter des routines vides, lorsque tu te lèves simplement parce que c'est nécessaire, sans te demander pourquoi. Ne te trompe pas, la majeure partie de ta fatigue ne vient pas du travail acharné, mais du manque de direction.
Si tu ne donnes pas de sens à tes matins, tu deviens l'ouvrier d'un agenda que tu n'as même pas choisi. Ce sentiment de vide, ce dégoût qui t'accompagne même après une bonne nuit de sommeil, est le symptôme d'une vie qui avance par inertie. Personne ne te le dira en face, mais beaucoup préfèrent ne pas regarder cette vérité en face. Tu te voles toi-même l'opportunité de vivre avec un but chaque jour. Et la facture, c'est le temps qui te la présente, pas la chance. L'excuse la plus facile est le « je n'ai pas le temps de philosopher au réveil ». Tu n'as pas besoin d'heures de méditation, tu as besoin d'une brutalité d'honnêteté. Chaque jour que tu commences sans te demander « pourquoi me lève-je vraiment ?», tu te mets entre les mains du vide. Ne te cache pas derrière des obligations, ni ne te réfugie dans la routine confortable de faire pour faire. Si ton seul but matinal est de survivre à la journée, alors tu as déjà perdu la bataille avant même de commencer. Donne un sens à chaque lever de soleil, même si c'est inconfortable de regarder tes propres motivations faibles. Le sens ne se trouve pas, il se construit. C'est une décision, pas un accident. Es-tu prêt à tolérer une existence sans cap, juste pour éviter l'effort de te poser des questions difficiles ? Si c'est le cas, alors accepte la médiocrité comme ta compagne silencieuse. Celui qui ne donne pas de sens finit par être décoré dans la vie des autres. Grave-toi cela. Tu n'as pas besoin de grands mots ni de discours inspirants. Ce dont tu as besoin, c'est d'une définition agressive de ce que tu vas défendre ce jour-là, de ce que tu ne vas pas négocier, de ce que tu vas construire, même si cela coûte. Le but est l'encre qui empêche le courant de la paresse et de la confusion de t'entraîner vers le néant. Un jour avec sens est un jour qui dérange, car il exige quelque chose de toi. Attention, courage, engagement. Ce n'est pas de la poésie bon marché. C'est te demander, à voix haute si nécessaire, quelle valeur réelle vais-je ajouter aujourd'hui à ma vie et à celle des autres. Si tu ne réponds pas, la réponse sera le vide. Ne t'échappe pas avec l'excuse que tout le monde vit ainsi. C'est l'excuse de ceux qui se résignent à disparaître dans la foule. Si tu veux du respect pour toi-même, exige un but de ton esprit chaque matin. Ce n'est pas négociable. Soit tu décides du sens, soit on te l'impose. Phrase emblématique, un jour sans sens est une dette qui ne se paie jamais. Fais en sorte que se lever soit un effort, non pas par fatigue, mais par le poids de la responsabilité que tu as toi-même choisie. C'est ça, vivre de front. 10. Vis aujourd'hui comme si c'était irrépétible. Tu n'as pas de temps. C'est la vérité inconfortable que beaucoup préfèrent éviter. Chaque jour que tu laisses passer en attendant une meilleure occasion est un pari perdu. La vie ne te rendra pas une seule matinée gaspillée, et faire semblant qu'il y aura toujours une autre chance est la stratégie parfaite pour ne jamais changer. Intérieurement, tu le sais. Il y a une partie de toi qui ressent le poids de chaque routine répétée sans sens, de chaque geste fait par inertie, de chaque conversation vide qui remplit le silence juste pour ne pas entendre ce qui compte vraiment. Nous vivons comme si les jours étaient une ressource renouvelable, mais il suffit de regarder en arrière pour constater combien se sont écoulés sans laisser de traces. Ce mécanisme mental qui te dit « demain, oui, la prochaine fois je ferai mieux », est le même qui reporte ta vie et te vole de la force. Tout ce que tu relègues s'accumule comme une dette psychologique. Les mots non dits, les projets non commencés, les excuses que tu n'as jamais osé offrir ou les décisions que tu continues de reporter par peur ou par simple confort. L'auto-illusion est subtile. Tu te répètes que tu es occupé, que ce n'est pas le moment, que tu as besoin de clarté avant d'agir. Mais en réalité, c'est de la peur déguisée en prudence. Tu vis avec la fantaisie que le jour d'aujourd'hui n'est qu'un brouillon, une répétition générale pour une version plus courageuse et authentique que, au fond, tu crains de ne jamais atteindre. Sans t'en rendre compte, tu sacrifies l'essentiel pour l'urgent, et l'urgent a rarement une vraie valeur. Il y a une contradiction centrale en nous. Nous savons que nous sommes finis, mais nous agissons comme si nous avions un crédit illimité de lendemain. Chaque fois que tu cèdes à la paresse, à la distraction, aux excuses habituelles, tu paries ta seule vie au hasard d'un futur que personne ne te garantit. Le temps n'attend personne.
Cette phrase devrait brûler dans ta conscience chaque fois que tes habitudes paresseuses essaient de négocier avec le jour. Vivre aujourd'hui comme si c'était irrépétible n'est pas penser à la mort avec angoisse, mais cesser de tolérer la médiocrité avec laquelle tu te traites parfois. C'est regarder en face tes priorités et te demander sans concession quel poids réel accorder à mon temps. Car c'est là que ta vérité se révèle, non dans tes intentions, mais dans tes décisions concrètes. L'esprit cherche du réconfort dans la répétition parce qu'il craint le risque de l'authentique, mais chaque journée est un espace unique pour défier ce confort et entraîner le courage de faire ce qui compte vraiment, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si personne ne l'apprécie. La vie ne se répète pas, elle se vit. Et chaque matin est une page blanche qui, si tu ne l'écris pas, se remplit de routines vides. L'urgence de vivre ne se négocie pas. Fais en sorte qu'aujourd'hui compte, ne serait-ce que parce qu'il ne reviendra jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a une vérité inconfortable que la plupart des gens préfèrent ignorer. Si votre calme dépend du fait que tout soit sous contrôle, vous avez déjà perdu. La plupart des gens vivent piégés dans le va-et-vient des circonstances, esclaves de réactions automatiques, accros à l'approbation et terrifiés à l'idée de perdre l'équilibre lorsque l'environnement cesse d'être prévisible. La culture actuelle vend le calme comme un état qui ne se produit que lorsque tout va bien. Mais cette paix est fragile, superficielle et toujours sur le point de se briser. Celui qui confond sérénité et passivité ne comprend pas que le vrai calme est une décision féroce, une posture de force intérieure qui se forge en affrontant le chaos de face et non en s'enfuyant. Ici, nous n'allons pas romantiser la souffrance, ni te promettre des formules magiques pour éteindre tes pensées inconfortables. La réalité est que tu as besoin de discipline, d'entraînement et d'un esprit prêt à accepter ce que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme n'est pas pour les faibles ni pour ceux qui cherchent des excuses. C'est un mécanisme mental qui sépare l'essentiel de l'accessoire, qui t'oblige à cesser de mendier la validation et à regarder de front tes propres fractures internes. Le calme ne se négocie pas avec l'environnement, il se conquiert par la maîtrise personnelle. Personne ne peut te ravir ta paix si tu décides de la protéger avec détermination. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 façons concrètes de construire ce calme puissant et absolu, non pas pour devenir un spectateur passif, mais pour être quelqu'un qui décide comment répondre, même lorsque tout semble être au bord de l'effondrement. Le calme est ton plus grand outil de pouvoir. Le maintenir en toutes circonstances est la différence entre être maître de ta vie ou vivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. 1. Entraîne ton esprit chaque jour. Ton esprit ne va pas se renforcer tout seul. Personne ne va venir l'entraîner à ta place. Ce que tu ne pratiques pas s'atrophie, et la faiblesse mentale est la racine de presque toutes tes crises. Les gens s'attendent à ce que la tranquillité arrive comme une sorte de récompense automatique. Mais la vérité est que le calme authentique est un résultat, pas un cadeau. Si tu prétends te maîtriser seulement lorsque le monde te frappe, tu es déjà en retard. Tout le monde veut de la résistance, mais presque personne ne supporte le poids de la discipline quotidienne. Tu n'es pas spécial. Les excuses que tu répètes, c'est juste que je n'ai pas le temps aujourd'hui. C'est comme ça que je suis. Je commence demain. Sont les mêmes qui détruisent la volonté de millions. Il n'y a pas de progrès sans un entraînement conscient et constant. Chaque jour que tu remets à plus tard la maîtrise de ton esprit, tu l'abandonnes aux impulsions, à l'anxiété, aux habitudes toxiques qui te tirent vers le chaos. Tu ne peux pas exiger du calme lorsque tu ne l'as jamais cultivé avec de la sueur, de l'effort et de l'inconfort volontaire. L'esprit, tout comme le corps, répond à l'entraînement. Ce que tu répètes se renforce. Ce que tu évites devient une faiblesse chronique.
Ta réaction automatique face au stress, à la colère ou à la frustration n'est pas un destin, c'est une conséquence de ton abandon quotidien. Si tu n'as jamais affronté le silence, si tu n'as jamais toléré l'inconfort sans chercher des distractions, si tu ne t'es jamais obligé à être présent, même lorsque tout ton système nerveux veut fuir ou exploser, alors tu n'as pas le droit de te dire fort. La maîtrise intérieure n'est pas une étiquette, c'est une dette payée par des renoncements et des décisions inconfortables. Le calme sans entraînement n'est qu'une façade. Entraîner l'esprit, c'est te défier chaque jour. Ne pas céder à la réaction immédiate, ne pas chercher le soulagement facile, ne pas te livrer à la validation des autres. Chaque fois que tu choisis la pause au lieu de l'impulsion, chaque fois que tu acceptes la réalité sans te plaindre, ni exiger qu'elle change pour te convenir, tu construis une base indestructible. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Cela nécessite une vigilance brutale sur tes pensées, une honnêteté inconfortable sur tes schémas, un rejet constant de l'auto-apitoiement. Celui qui cherche des excuses s'enterre vivant sous la médiocrité de ses propres limites. Ne te trompe pas. Chaque jour, tu entraînes quelque chose. Soit tu entraînes la discipline, soit tu entraînes la paresse, soit tu renforces ta capacité à choisir, soit tu renforces ton addiction à la facilité. Il n'y a pas de point neutre. Si ton esprit s'effondre face à la première difficulté, ne blâme pas le monde, blâme ta routine. Entraîne-toi à supporter le poids de l'inconfort, à accepter le vide sans le remplir de bruit, à contrôler le flux interminable de pensées inutiles qui épuisent ton énergie. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, ta vie sera le reflet de ce désordre interne. Arrête d'attendre que le calme soit une conséquence de conditions idéales. Le calme est le résultat d'une guerre silencieuse contre tes propres mécanismes faibles. Il n'y a pas de raccourci, pas de truc secret, pas de gourou qui puisse le faire à ta place. Fais ce qui est inconfortable aujourd'hui ou tu paieras des intérêts de souffrance demain. Seuls ceux qui entraînent leur esprit chaque jour peuvent maintenir le calme lorsque tout s'effondre. La discipline mentale est plus forte que n'importe quelle crise. Si tu n'entraînes pas, tu te brises. Si tu t'entraînes, tu deviens incassable. 2. Maîtrisez votre réaction face au chaos. Un message inattendu, le trafic bloqué alors que vous êtes déjà en retard, une critique sans filtre au milieu d'une réunion. Le chaos arrive toujours de manière petite et précise, juste au moment où cela vous intéresse le moins. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un désastre monumental pour dérailler l'esprit. Il suffit de ce moment où quelque chose échappe à votre contrôle et vous sentez la tension s'installer dans votre corps, comment votre respiration se raccourcit et l'impulsion de réagir grandit à l'intérieur. Ce qui suit ne dépend pas du monde, mais des mécanismes que vous avez renforcés en silence ou de ceux que vous avez négligés pendant des années. Car face au chaos, la réaction n'est pas seulement une réponse automatique, c'est le reflet fidèle de l'entraînement ou de l'abandon que vous portez en vous. C'est ici que la plupart échouent. Ils se justifient en disant qu'ils n'ont pas pu l'éviter, comme si leurs émotions étaient étrangères, comme si la colère ou l'anxiété étaient des météorites impossibles à éviter. Mais la vérité inconfortable est que chaque décharge émotionnelle est un permis que vous vous accordez, une habitude que vous répétez parce qu'elle vous est familière, parce que céder aux premières impulsions vous épargne l'effort de vous analyser. Le chaos a la capacité de dénuder vos croyances les plus profondes. Quand tout semble aller bien, il est facile de croire que vous avez le contrôle. Quand les plans s'effondrent, il devient clair à quel point vous maîtrisez vos propres filtres mentaux. Pourquoi certains s'effondrent-ils et d'autres restent-ils fermes ? Parce que la plupart vivent en pilote automatique, réagissant selon de vieux programmes, sans s'arrêter pour remettre en question d'où vient ce besoin d'avoir toujours raison, cet élan à défendre leur ego ou cette urgence à blâmer quelqu'un d'autre. L'esprit ne fait pas de distinction entre le chaos externe et interne si vous ne l'avez jamais entraîné à le faire. Si vous réagissez avec colère, avec plainte, avec drame, ce n'est pas parce que l'environnement est trop hostile, mais parce que votre seuil de tolérance est bas et votre discipline mentale est fragile. C'est là que se joue la véritable bataille.
non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous choisissez de l'interpréter et de répondre. Vous n'avez pas à devenir une machine froide, mais vous devez vous interroger sur le fait que votre réaction vous renforce ou vous affaiblit. Chaque fois que vous perdez le contrôle, vous renforcez l'idée que vous êtes une victime des circonstances. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous vous rappelez que vous pouvez vous maîtriser même quand tout semble vous pousser à la limite. Maîtriser votre réaction face au chaos est avant tout un acte d'honnêteté brutale envers vous-même. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne vous affecte, mais de reconnaître le point exact où l'émotion surgit et de décider de ne pas vous laisser emporter par elle. Le premier élan est souvent le plus bruyant, mais il est rarement le plus sage. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Acceptez que vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais que vous pouvez contrôler votre réponse. Cela exige une vigilance constante sur vos pensées, une sorte de filtre interne qui vous oblige à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important, entre ce qui nécessite une réponse et ce qui cherche seulement à alimenter votre ego blessé. Plus vous vous entraînez, moins vous êtes réactif. Vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement. La pause est votre outil le plus puissant. Décidez de ne pas être esclave de vos impulsions. Faites de la pause une habitude, pas une exception. Vous êtes autant ce que vous choisissez de tolérer que ce que vous ne permettez pas dans votre esprit. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas vous laisser enlever par elle. Lorsque vous maîtrisez votre réaction, le chaos perd sa capacité à vous définir. La véritable force est maîtrise, pas explosion. La paix se construit dans la seconde de doute avant de répondre. 3. Sépare ta valeur de la validation externe. Je te l'avoue, pendant des années, j'ai été accro à une drogue invisible. Ce n'était pas une substance, c'était quelque chose de bien plus subtil et de ce fait, plus difficile à abandonner. Je parle du poids constant de la recherche d'approbation, de ce besoin insatiable que le monde me dise que je faisais les choses correctement, que j'avais de la valeur, que j'étais suffisant. Le problème, c'est que ce mécanisme s'installe silencieusement. Il commence par de petits gestes, par le désir d'un regard, par l'attente d'un message, par la recherche désespérée d'applaudissements ou au moins d'un signe que tu existes pour les autres. Ce qui est dangereux, c'est qu'une fois que tu cèdes ce contrôle, tu deviens un otage. La validation externe te donne un soulagement momentané, mais en même temps, elle te fragilise. C'est une dette émotionnelle que tu ne termines jamais de rembourser. Chaque fois que tu liais ta valeur à ce que les autres pensent, tu renforçais l'idée que tu as besoin de permission pour te sentir en sécurité, pour te sentir en paix avec toi-même. En décomposant cela, la racine est simple mais brutale. Tu entraînes ton esprit à dépendre. Lorsque ton estime de soi fluctue selon le jugement ou l'indifférence des autres, le sol sous tes pieds n'est jamais ferme. Les éloges deviennent ton carburant et la critique, une condamnation. Analyse comment fonctionnent tes pensées. Tu calcules tes mots pour plaire. Tu filtres ton comportement par peur du rejet. Tu ajustes tes opinions pour t'intégrer, même si cela te coûte un peu de te trahir. Ce qui semble être une adaptation est en réalité une autocensure constante. Ce n'est pas de la flexibilité, c'est de la peur déguisée en diplomatie. Ainsi, tu remets ta tranquillité à la volatilité des opinions des autres. Tu ne peux pas construire le calme sur des fondations qui ne te sont pas propres. Au fond, la validation externe est un piège mental qui te vole ton pouvoir. Lorsque tu en dépends, ta tranquillité devient fragile. Il suffit d'une critique, d'une omission ou d'un commentaire ambigu pour que tes certitudes s'effondrent. C'est ce mécanisme qui soutient l'anxiété sociale, l'insécurité chronique et la sensation d'être toujours en dette envers l'environnement. Chaque fois que tu permets à un regard ou à un mot de déterminer ton état intérieur, tu renforces un schéma d'esclavage émotionnel. Ce n'est pas une exagération, c'est une mathématique psychologique. Si ta valeur dépend de variables hors de ton contrôle, tu n'auras jamais de contrôle réel sur ton esprit ni sur ton calme. L'alternative est inconfortable, mais c'est la seule qui vaille. Séparer ta valeur de la validation externe exige une rupture avec cet entraînement automatique.
C'est un processus inconfortable car cela implique de décevoir, de déranger ou même de perdre l'approbation de ceux qui t'entourent. Mais voici la vérité simple. Tu es libre seulement lorsque tu n'as plus besoin des applaudissements de quiconque. Si ton estime repose sur l'intérieur, aucune critique ne peut te fracturer. Ce que pensent les autres est une donnée, pas un jugement. Tu n'es pas ta réputation, tu n'es pas le reflet des attentes des autres. Ta tranquillité est un investissement interne et délibéré, pas un prêt que le monde peut révoquer à sa guise. Mettre cela en pratique quotidienne nécessite un filtre mental impitoyable. Chaque fois que tu ressens l'urgence de chercher reconnaissance, arrête-toi et demande-toi si ce besoin renforce ou affaiblit ton caractère. La reconnaissance authentique ne doit jamais être le moteur, seulement une conséquence. Si ta mission est de plaire, ta vie sera une chaîne de concessions. Si ta mission est d'être intègre, le véritable calme sera à toi-même au milieu du rejet ou de l'indifférence. Personne ne peut te donner ce que tu ne cultives pas à l'intérieur. L'approbation qui compte est celle qui résiste au silence et à la solitude. La véritable liberté commence le jour où tu cesses de demander la permission d'être toi-même. 4. Affronte l'inconfort sans résistance. Tu traverses une rue sous le soleil de midi et l'asphalte semble fondre sous tes pieds. L'air est dense, chaque pas pèse le double, les vêtements collent à la peau et la sueur te brûle les yeux. Tu pourrais chercher de l'ombre, tu pourrais faire demi-tour et remettre ton destin à plus tard, mais tu choisis d'avancer, ressentant chaque inconfort avec une brutalité claire. Il n'y a pas de raccourci, pas de refuge, juste le chemin et la certitude que l'inconfort ne disparaîtra pas parce que tu l'ignores. C'est ainsi que fonctionne l'esprit face à l'inconfort. La réaction automatique est de fuir, de se distraire, d'amortir. Mais seulement lorsque tu choisis de traverser cette chaleur mentale, sans chercher un soulagement immédiat, tu commences à entraîner la véritable résistance. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le maître que tu n'as jamais demandé, mais dont tu as le plus besoin. La plupart des gens passent leur vie à construire des routines pour éviter tout contact avec l'inconfort. Ils s'entourent d'amortisseurs, le téléphone, la nourriture, la conversation superficielle, tout ce qui peut masquer le poids d'exister sans distraction. Le résultat est une vie anesthésiée où chaque petit désagrément se transforme en crise. Mais l'inconfort a une valeur cachée. C'est l'espace où les fractures du caractère deviennent visibles. Et tu peux, si tu es brutalement honnête, commencer à les réparer. Observe ton corps lorsque tu fais face à l'inconfort. Les épaules se tendent, la mâchoire se serre, le regard cherche une échappatoire. C'est un théâtre physique de l'esprit qui résiste à ce qu'il n'aime pas. Mais cette résistance est précisément la racine de l'anxiété et de la souffrance. Plus tu te bats contre l'inévitable, plus tu t'épuises et moins tu apprends. L'inconfort, accepté sans résistance, devient un outil de transformation. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour la douleur, ni de glorifier la souffrance inutile, mais de comprendre que la véritable sérénité n'apparaît que lorsque tu cesses de négocier avec la réalité. Chaque fois que tu choisis de t'asseoir avec l'inconfort, sans rien altérer, sans exiger qu'il change, ton esprit apprend qu'il peut supporter le poids sans se briser. C'est à cet instant, lorsque tu continues à respirer lentement, malgré l'urgence de fuir, que la maîtrise intérieure commence à s'installer. Le véritable entraînement se produit lorsque tu décides de rester un peu plus longtemps dans l'inconfort. Ne pas fuir une conversation difficile, tenir ces secondes supplémentaires dans le froid ou dans le silence, supporter le désir d'interrompre le vide avec des distractions. C'est là que se renforce le muscle du calme. Ne sous-estime jamais le pouvoir de résister sans te durcir. L'inconfort accepté sans lutte se transforme en clarté. Les émotions cessent d'être des menaces et deviennent des données que tu peux observer sans peur. Si ton premier instinct est d'éliminer l'inconfort, ta vie sera dictée par l'évasion. Mais si tu peux être présent au milieu du malaise, sans chercher d'excuses ni d'anesthésie, tu deviens une personne qui ne se brise pas face à l'inattendu. Le calme, c'est rester là où les autres fuient. La tranquillité,
C'est accepter la chaleur de l'asphalte sans fantasmer sur l'ombre. L'inconfort est le maître silencieux de la maîtrise personnelle. Ne demande pas à la vie d'être facile. Entraîne-toi à devenir quelqu'un d'impossible à briser. 5. Pratiquer la pleine conscience à chaque instant. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est le seuil entre être maître de son esprit ou esclave de ses habitudes. Chaque fois que vous vous laissez distraire, chaque fois que vous vous perdez dans des pensées automatiques, vous offrez des minutes de votre vie au néant. Voulez-vous savoir pourquoi vous vous sentez anxieux? Pourquoi le calme vous échappe? Parce que vous vivez en pilote automatique, piégé dans des boucles de souvenirs inutiles et d'anticipation qui ne se réalisent jamais. Il n'y a pas d'excuse. L'attention est une capacité que vous décidez d'entraîner ou de laisser pourrir. Arrêtez de répéter que vous ne pouvez pas l'éviter, que c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. C'est de l'auto-tromperie. Ce que vous appelez distraction constante n'est que de la paresse mentale déguisée en normalité. L'esprit inattentif est un terreau fertile pour le chaos. Chaque fois que vous laissez vos pensées vagabonder sans contrôle, vous ouvrez la porte à l'anxiété, à l'irritation et à la fatigue. Vous vous trompez en croyant que vous pouvez faire 1000 choses à la fois, mais vous ne parvenez qu'à fragmenter votre énergie et à affaiblir votre volonté. Personne ne devient fort en vivant dans la dispersion. La pleine conscience est la discipline inconfortable d'être ici, de résister à la tentation de fuir vers des fantasmes ou des préoccupations. C'est regarder en face ce qui se passe, sans filtre, sans anesthésie, sans manipuler la réalité pour qu'elle corresponde à vos désirs. Il ne s'agit pas de devenir un robot, ni de forcer l'esprit à être vide, mais de prendre le contrôle brutal de ce que vous laissez entrer et de ce que vous décidez d'alimenter avec votre attention. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que la pleine conscience est une pratique réservée à des moments spéciaux, lorsque vous méditez ou lorsque tout est silencieux. Mensonge. L'entraînement réel se déroule au milieu de la circulation, au bureau, dans le bruit et l'inconfort. Vous vous entraînez maintenant ou jamais. Si vous ne pouvez pas être présent en lavant la vaisselle, vous ne le serez pas non plus lorsque la vie exigera de vous de la fermeté. L'esprit indiscipliné se cache derrière des excuses. Je n'ai pas le temps. Je me laisse facilement distraire. C'est comme ça que je suis. Ce sont des phrases de défaite, non de quelqu'un qui veut maîtriser son destin. La pleine conscience est une décision que l'on prend à chaque geste, à chaque mot, à chaque pensée que vous choisissez de ne pas suivre. Voici une vérité qui dérange. Si vous ne contrôlez pas votre attention, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Le monde est conçu pour capturer votre esprit, le programmer avec des stimuli et des notifications, vous vendre l'illusion que vous pouvez vous fragmenter sans conséquence. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes complice. Chaque fois que vous cédez à l'impulsion de vérifier votre téléphone, d'interrompre le présent avec une préoccupation, vous renforcez le muscle de la déconnexion. Le coût est élevé. Un esprit qui ne sait pas être ici est un esprit faible, vulnérable et manipulable. La pleine conscience est l'outil le plus sous-estimé et le plus puissant du contrôle personnel. Prenez vos responsabilités. Le calme que vous recherchez commence au moment où vous choisissez d'être présent. Le passé n'existe plus, le futur est un pari. Vous n'avez que la brutalité de l'instant présent. La pleine conscience n'est pas une technique, c'est une déclaration de guerre contre la dispersion chronique. Ne vous définissez pas par l'esprit automatique que vous avez hérité. Entraînez le muscle de la présence jusqu'à ce qu'il devienne votre état naturel. Arrêtez de chercher des échappatoires. Confrontez le moment avec toute votre présence. L'esprit concentré est invulnérable. La pleine conscience est pouvoir en état pur. 6. Utilisez le silence comme outil de pouvoir. Le silence n'a jamais été un refuge confortable. C'est un outil de pouvoir que la plupart sous-estiment parce qu'ils en ont peur. Le bruit constant, tant externe qu'interne, est devenu la norme parce que l'esprit faible ne supporte pas de se confronter à lui-même sans distraction. Lorsque vous êtes incapable de tolérer le silence, vous montrez que votre calme dépend de l'anesthésie et non de la maîtrise.
L'inconfort du silence est qu'il vous confronte à vos mécanismes les plus primitifs. L'urgence de parler pour combler les vides, le besoin d'expliquer tout, l'impulsion de réagir à tout stimulus. Mais c'est là, dans cette pause inconfortable, que surgit la véritable force. Celui qui apprend à habiter le silence découvre qu'il n'a pas besoin de répondre à tout, qu'il n'y a aucune obligation de justifier chaque émotion, ni de participer à tous les jeux de validation des autres. Le silence n'est pas absence ni passivité, c'est une décision consciente de ne pas alimenter l'inutile. Chaque fois que vous choisissez de vous taire alors que vous pourriez vous défendre ou impressionner, chaque fois que vous filtrez ce que vous pensez avant de l'offrir au monde, vous entraînez un muscle mental que la plupart ne développent jamais. Le silence est un filtre brutal. Il laisse passer l'essentiel, retient l'impulsif, dénude ce qui compte vraiment. Et c'est ici que le conflit interne apparaît. L'esprit réagit parce qu'il déteste le vide, parce que dans le silence remontent les doutes, les insécurités, les comptes à régler avec vous-même. Vous ne recherchez pas le bruit par plaisir, mais parce que le silence vous confronte à ce que vous ne voulez pas voir. L'addiction à parler, à vous justifier, à remplir chaque instant de mots ou de stimuli, n'est qu'un masque pour éviter de regarder en face ce qui se cache derrière la façade. Utiliser le silence comme outil de pouvoir exige une honnêteté inconfortable. C'est accepter que tout ce que vous pensez ne mérite pas d'être exprimé, que toute émotion n'a pas besoin d'être partagée, que votre valeur ne se mesure pas à la quantité d'opinions que vous jetez au monde. Observez votre impulsion à interrompre, à expliquer, à participer à des discussions inutiles. Là se cache la peur, l'insécurité, une dette émotionnelle que vous essayez de régler avec des mots. Mais chaque fois que vous choisissez le silence délibéré, vous désaccoutumez votre esprit au vice de la réactivité. Vous lui montrez qu'il peut supporter l'inconfort de ne pas avoir le dernier mot, et que votre paix ne dépend pas de contrôler la narration externe. Il y a un pouvoir réel dans la pause. L'esprit qui se retient gagne. Le mot que vous ne lancez pas vous épargne des conséquences. Le silence n'est pas vide, c'est contrôle. Entraîner ce niveau de discipline commence par le petit. Ne pas répondre à l'impulsion de se défendre immédiatement. Ne pas remplir les conversations d'explications inutiles. Ne pas toujours chercher le dernier mot. C'est un exercice de résistance psychologique. Supporter la pression interne de vouloir intervenir. Et, au contraire, maintenir la posture ferme de celui qui sait que le silence communique aussi. Parce que se taire n'est pas se museler, c'est choisir quand et comment agir, depuis la maîtrise et non depuis l'automatique. Le silence inconfortable est l'espace où l'esprit apprend à ne pas être esclave des impulsions. Le calme puissant se cultive dans cet espace entre stimulus et réponse, où seul celui qui supporte le silence peut observer la véritable origine de ses réactions. Si vous n'êtes pas capable d'être en silence avec vous-même, vous serez vulnérable à toute provocation, à toute critique, à tout bruit externe. Le silence est la preuve ultime que l'esprit est entraîné à ne pas céder le contrôle. Maîtrisez le silence et vous maîtriserez la conversation interne. L'esprit fort ne craint pas le vide. Il l'habite et le transforme en pouvoir. 7. Priorisez l'essentiel plutôt que le passager. Vous ouvrez l'application de messages et voyez des dizaines de notifications, la plupart sans importance, certaines urgentes seulement en apparence. Pendant que vous répondez, un appel entre et vous oblige à traiter un problème qui ne vous appartient pas. Le café refroidit pendant que vous naviguez entre les courriels et qu'un réseau social vous lance la dernière tendance, vous poussant à penser que vous devez tout savoir, donner votre avis sur tout, être partout. Mais sous cette avalanche de stimuli, la sensation d'oppression et de vide grandit. Chaque petite interruption vous éloigne de ce qui compte vraiment. Voici comment fonctionne le mécanisme. L'essentiel est écrasé sous la tyrannie du passager et l'esprit devient esclave de l'immédiat. Voici le plus grand ennemi du calme, l'incapacité de filtrer, de décider avec une brutalité honnête ce qui mérite votre énergie et ce qui ne fait que la consommer.
La plupart des gens vivent piégés dans le mirage de l'urgence. Ils confondent activité et but, réaction et avancée. La journée s'écoule dans des tâches qui ne font qu'alimenter l'anxiété d'être occupé, mais qui construisent rarement quelque chose qui dure. L'esprit indiscipliné se laisse entraîner par la dernière nouveauté, perdant de vue ce qui soutient réellement la vie. Des relations solides, la santé mentale, des projets qui vous transforment, des valeurs qui ne changent pas avec le climat social. Le prix de cette dispersion est élevé. Vous finissez fatigué, insatisfait, et pire encore, avec la sensation d'avoir perdu le contrôle sur votre propre existence. Si vous ne décidez pas de l'essentiel, le monde le décidera pour vous, et son critère sera toujours votre faiblesse, pas votre force. La racine du problème est mentale, pas logistique. Le désordre extérieur est le reflet de la confusion intérieure, ne pas savoir distinguer le permanent de l'éphémère, le précieux du trivial. Sans ce filtre, tout stimulus est un ordre et toute urgence extérieure devient votre priorité. Entraîner l'esprit à prioriser est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est se poser avec froideur, cela contribue-t-il à mon but ou ne fait-il que remplir le vide du moment? La plupart évitent cette question car elle exige des renoncements inconfortables. Dire non à ce qui est populaire, mettre des limites là où il n'y avait auparavant que complaisance, accepter que le temps est un compte à rebours. Celui qui ne priorise pas se disperse. Celui qui se disperse perd toute capacité de maîtrise. Lorsque vous avez clairement défini l'essentiel, la sérénité devient automatique. Vous n'avez plus besoin de dépenser de l'énergie à vous justifier ni à poursuivre ce qui ne vous concerne pas. L'esprit entraîné à l'essentiel supporte le passage des modes, des crises et des changements d'environnement sans perdre son axe. Voici la phrase emblématique: l'urgent est un voleur déguisé en importance. Chaque fois que vous choisissez l'essentiel plutôt que le passager, vous renforcez le muscle de l'autocontrôle et vous vous rapprochez du calme inébranlable. La discipline ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans l'ignorance de ce qui n'apporte rien. Voici la stratégie que peu osent appliquer. Filtrer sans pitié, refuser l'accès à ce qui ne renforce pas, supporter l'inconfort de rester en dehors de la conversation superficielle. Il ne s'agit pas de vous isoler, mais de choisir avec une précision chirurgicale où vous mettez votre attention, votre temps et votre énergie. Lorsque vous faites de l'essentiel votre centre de gravité, tout le reste perd son pouvoir sur vous. La vie s'éclaircit et le chaos devient juste du bruit de fond. Le calme est le résultat naturel de la priorisation de ce qui définit votre caractère et de laisser mourir ce qui n'a jamais été indispensable. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez décider de ce qui pèse et de ce que vous lâchez. L'esprit fort est sélectif. Il choisit ce qui reste, lâche ce qui passe. 8. Fais du calme un choix conscient. Je confesse que pendant longtemps, ma réaction face à tout bouleversement était un tremblement intérieur difficile à dissimuler, même si à l'extérieur, je feignais une contenance que je ne ressentais pas. Un message inattendu, une nouvelle qui perturbait mes plans, le ton inconfortable d'une conversation suffisaient à ce que ma mâchoire se tende et qu'un léger tremblement s'installe dans mes mains. Je devenais spectateur de mon propre corps, remarquant le pouls accéléré, les pensées débridées et cette urgence enfantine que tout revienne sous contrôle. À ces moments-là, le mot « calme » me semblait un luxe étranger, un état réservé aux gens avec moins d'exigences ou de problèmes. Je me trompais en pensant que la tranquillité était une conséquence et non une décision. Mais la réalité est que chaque geste, chaque respiration superficielle, chaque regard nerveux était la preuve exacte que j'avais choisi, même par omission, de ne pas maintenir le calme. Maintenant, je vois avec une clarté presque brutale que le calme n'arrive ni par accident, ni par génétique. C'est un choix inconfortable, fait au moment précis où tout en toi veut répondre au vieux schéma, serrer les dents, élever le ton, chercher des coupables ou fuir. Le corps envoie des signaux, les épaules se haussent, la voix tremble légèrement ou se durcit.
La respiration devient courte et saccadée. C'est là, dans cette seconde où l'on ressent le poids de l'inconfort, que tu as l'opportunité de choisir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'auto-assistance vide. C'est un acte conscient. Tu détends la mâchoire, tu expires plus lentement, tu observes l'impulsion de réagir et tu décides de ne pas céder. Le calme est un muscle qui s'active sous pression. La plupart attendent de ressentir la paix pour agir avec maîtrise. La vérité est que tu agis d'abord avec maîtrise, et c'est ainsi que le calme apparaît. Choisir le calme ne signifie pas nier ce qui te dérange, ni abandonner la fermeté. C'est regarder en face ce qui se passe, sans dramatiser ni minimiser, et décider que tu ne vas pas offrir ton énergie à ce que tu ne peux pas contrôler. C'est un processus qui se ressent sur la peau. Quand tout en toi veut discuter, tu choisis d'écouter et de soutenir le regard, même si à l'intérieur, la tension brûle comme un feu lent. Quand le monde te pousse à l'urgence, tu choisis de te déplacer plus lentement, répondant avec clarté et économie de mots. C'est inconfortable, oui. L'inconfort est le prix du calme conscient. Mais ce prix est toujours inférieur à celui de perdre le contrôle et de regretter ensuite l'épuisement émotionnel. Le quotidien est rempli de petites épreuves. La file qui avance plus lentement, la critique déguisée en conseil, l'erreur personnelle qui te laisse exposer. Si tu t'observes, tu verras comment le corps veut toujours devancer l'esprit, cherchant la sortie la plus rapide. Mais ce même corps peut être ton ancre si tu lui apprends, par des actes concrets et répétés, que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la décision interne de ne pas réagir aux premières impulsions. La maîtrise commence par une pause. Cette pause n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu as cessé d'être esclave de tes mécanismes automatiques. Personne ne choisira le calme pour toi. Personne ne va t'installer un bouton de sérénité qui fonctionne sous pression. C'est ton travail, chaque jour, de faire face à l'inconfort et de décider que ta paix n'est pas à vendre. Rends-le visible, respire plus profondément, ralentis le rythme de tes gestes, contrôle le regard et la posture même quand à l'intérieur, il y a tempête. Ne cherche pas à paraître calme, sois-le, même si c'est difficile. Transformer le calme en un choix conscient est le plus grand acte de rébellion dans un monde qui glorifie la réaction et le drame. Choisis le calme, même si cela fait mal. Ce n'est qu'ainsi, avec chaque petite décision, que tu deviens le maître absolu de ton état intérieur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. On dit que le feu ne détruit pas le fer. Il ne fait que révéler sa véritable forme. C'est ainsi que fonctionne également l'esprit d'un homme lorsqu'il est confronté aux épreuves émotionnelles que la vie, et souvent les femmes, mettent devant lui. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu, mais d'une danse psychologique qui mesure jusqu'où il peut maintenir son centre lorsque le monde essaie de le lui faire perdre. Dans ce feu invisible se forge le caractère. Nous vivons à une époque où le contrôle émotionnel est confondu avec la froideur, où le maintien du calme semble être une faiblesse et où le besoin d'approbation est déguisé en amour. Mais le stoïcisme enseigne autre chose, que le véritable pouvoir ne crie pas, ne supplie pas, ne cherche pas. Il reste silencieux, observant, comprenant et n'agissant que lorsque c'est nécessaire. C'est l'essence de la force masculine que peu d'hommes pratiquent encore. La capacité de maintenir la sérénité lorsque les émotions menacent de l'emporter. L'homme qui se maîtrise n'est pas esclave du désir ni du doute. Il est conscient que chaque réaction impulsive est une capitulation et que chaque mot prononcé par nécessité est une perte de pouvoir. L'attraction, le respect et la liberté naissent de l'équilibre entre la présence et le détachement. Un homme calme n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit, car son énergie
parle avant ces mots. Cette vidéo ne cherche pas à vous faire réprimer vos émotions, mais à vous apprendre à les diriger. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer avec sagesse. De retrouver ce pouvoir intérieur qui se perd lorsque vous donnez votre paix pour de l'attention. Si vous comprenez cela, vous n'aurez pas besoin de poursuivre qui que ce soit, car c'est vous qui donnerez le rythme. 1. Garde ton calme. Il y a des batailles qui ne se livrent pas avec des épées, mais avec des regards. Des situations où un seul mot, un geste ou un silence peuvent définir si un homme garde le contrôle ou le cède. Garder son calme est un art que peu de gens maîtrisent, car l'ego veut toujours répondre en premier, se défendre, imposer sa vérité. Mais le stoïcien sait qu'il n'y a pas de victoire plus grande que de conserver la sérénité lorsque tout autour de lui tente de le provoquer. Imagine un océan en pleine tempête, les vagues frappent fort, le vent rugit et les éclairs illuminent l'horizon. En surface, tout semble être le chaos. Mais si tu descends dans les profondeurs, tu trouveras le calme. C'est ainsi que doit être ton esprit, serein dans les profondeurs, même si en surface le monde crie. Les femmes, souvent sans le savoir, cherchent ce fond chez un homme. Elles ne le font pas par manipulation, mais parce que le calme masculin est le refuge naturel face au chaos émotionnel. Quand une femme perçoit qu'un homme se trouble facilement, elle sent qu'elle ne peut pas faire confiance à sa direction. Mais quand elle le voit stable, calme, imperturbable, quelque chose en elle se détend. Le calme est un pouvoir silencieux. L'homme qui maîtrise son calme n'a rien à prouver. Son énergie parle déjà pour lui. Alors que les autres réagissent avec colère ou anxiété, lui observe. Alors que les autres cherchent à avoir raison, lui cherche à comprendre. C'est la différence entre celui qui vit à la merci des impulsions et celui qui a appris à se gouverner. Garder son calme n'est pas réprimer, c'est répondre avec sagesse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Le monde te pousse à réagir, à te défendre, à exploser. Mais l'homme qui a appris à faire une pause avant de répondre est celui qui a vraiment le contrôle. Tu ne peux pas diriger si tu ne peux pas garder ton calme. Tu ne peux pas aimer clairement si tes émotions te gouvernent. Et tu ne peux pas inspirer le respect si chaque provocation te fait perdre l'équilibre. Les femmes perçoivent cela avec une sensibilité naturelle. C'est pourquoi elles testent sans le savoir. Elles ne cherchent pas à te voir tomber, elles cherchent à voir si tu es un refuge ou une tempête de plus. Et cette différence définit le type de connexion qu'elles auront avec toi. Garder son calme, c'est apprendre à respirer quand l'esprit veut crier. C'est observer l'impulsion et décider de ne pas agir à partir de celle-ci. C'est regarder la provocation sans perdre le focus. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours le dernier mot. Car celui qui a le contrôle intérieur n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. La véritable autorité ne s'impose pas, elle se transmet à travers la sérénité. Le calme est ce qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui maîtrisent leur destin. Pratiquer le calme au quotidien est un entraînement de l'âme. Dans le trafic, dans une dispute, dans un malentendu, chaque situation est un terrain d'entraînement pour renforcer ton centre. Lorsque tu parviens à maintenir la sérénité dans les petites choses, tu pourras aussi le faire dans les grandes. L'autocontrôle ne se construit pas pendant les jours tranquilles, mais pendant les jours chaotiques. Souviens-toi de ceci. Celui qui parvient à rester serein lorsque les autres perdent la tête devient une figure de stabilité. Et la stabilité est profondément attirante. Les femmes le ressentent, les hommes le respectent et la vie le récompense. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de la diriger. Être calme n'est pas être indifférent, c'est avoir le pouvoir de choisir la réponse appropriée au moment approprié. Chaque fois que tu choisis de garder ton calme, tu renforces ton pouvoir. Non pas parce que le monde cesse de te provoquer, mais parce que tu cesses d'être facile à perturber. 2. Ne cherche pas l'approbation. Un lion n'a pas besoin que quiconque lui dise qu'il est un lion. Sa seule présence impose le respect, non pas parce qu'il le cherche, mais parce qu'il l'incarne. Ainsi devrait se comporter un homme dans le monde, avec la certitude silencieuse de sa propre valeur. Mais à cette époque où tout est validé par un « j'aime », beaucoup ont oublié qui ils sont lorsque personne ne les regarde.
Il cherche l'approbation dans chaque geste, chaque mot, chaque relation. Et c'est cette erreur qui les rend invisibles, car celui qui dépend de la validation des autres perd sa propre voix. Lorsqu'un homme cherche constamment à plaire, ce qu'il dit vraiment, c'est « je ne pense pas que mon essence soit suffisante ». Cette insécurité se perçoit, se ressent, et aussi fort qu'il essaie de la cacher, elle finit par transparaître dans son langage, son regard, son énergie. Le besoin d'être approuvé est une chaîne invisible qui te fait douter de toi-même, et quand tu doutes, le respect s'évapore. Personne ne suit celui qui ne fait pas confiance à son propre pas. Les femmes peuvent admirer la sensibilité, mais pas la dépendance. Elles peuvent être attirées par l'empathie, mais pas par l'insécurité. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de sa capacité à rester fidèle à ses principes. Marc Aurèle a écrit que l'âme se dégrade lorsqu'elle s'agenouille devant l'opinion des autres. Et c'est vrai. Chaque fois que tu cèdes ton authenticité pour l'acceptation, tu perds une partie de ton pouvoir intérieur. Chercher l'approbation, c'est comme demander la permission d'être qui tu es déjà. C'est un acte de soumission déguisé en gentillesse. Ne cherche pas à être compris par tous. N'essaie pas de convaincre celui qui ne voit pas ta valeur. Les gens respectent plus celui qui n'a pas peur d'être seul que celui qui rampe pour attirer l'attention. La véritable attraction ne vient pas de l'effort, mais de la naturalité. Lorsqu'un homme cesse de chercher l'approbation, il commence à rayonner quelque chose qui ne peut être feint. La tranquillité. Et cette tranquillité est magnétique, car elle transmet que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. Apprends à agir par conviction, non pour l'applaudissement. Si tu fais quelque chose juste pour être reconnu, tu donnes le contrôle de tes émotions aux autres. Et il n'y a pas de plus grand esclavage que de vivre en fonction du regard des autres. Un homme libre décide par lui-même, marche en silence, n'a pas besoin de prouver ce qu'il sait déjà qu'il est. Il ne se vante pas, ne cherche pas à être loué. Il vit simplement selon ses valeurs. Dans les relations, cela se remarque plus qu'ailleurs. Une femme perçoit immédiatement lorsqu'un homme a besoin de son approbation. Chaque fois que tu la places au centre de ta validation, tu perds ton équilibre. Le respect s'évapore et la connexion devient un équilibre déséquilibré. Mais lorsque tu agis à partir de ton centre, sans peur de décevoir, sans peur de perdre, tu projettes une force qui impose la présence. Cette sécurité émotionnelle ne s'achète pas et ne s'apprend pas dans un livre. Elle s'entraîne chaque fois que tu choisis d'être toi-même, même si cela dérange les autres. Pratique le détachement de l'opinion des autres. Si quelqu'un te critique, remercie-le en silence pour t'avoir montré à quel point tu as besoin de son approbation. Si quelqu'un ne te comprend pas, souris, ce n'est pas ton travail de t'expliquer. Si quelqu'un te rejette, ce n'est pas une perte, c'est une épuration. L'homme qui ne cherche pas l'approbation cesse d'être manipulable. Il est maître de son destin parce qu'il ne vit pas pour plaire. Ne cherche pas à être accepté, cherche à être respecté. La différence est abyssale. Le respect naît de la cohérence, non de la complaisance. L'approbation est un reflet passager. Le respect est un écho qui perdure. 3. Aime avec liberté. L'amour n'est pas une cage, c'est un jardin. Si tu essaies de le posséder, il se fane. Si tu l'arroses calmement et le laisses respirer, il fleurit. Beaucoup d'hommes font l'erreur de confondre amour avec contrôle, affection avec dépendance, présence avec surveillance. Mais le véritable pouvoir dans une relation ne vient pas de la domination, mais de l'équilibre. Aimer librement ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie respecter l'espace de l'autre sans perdre le sien. La psychologie féminine ne répond pas à celui qui l'emprisonne, mais à celui qui l'inspire. Lorsqu'une femme sent qu'un homme peut l'aimer sans devenir prisonnier de ses émotions, elle commence à l'admirer. Car derrière cet amour sans besoin, il y a quelque chose que peu de gens ont. Le self-control. L'homme qui aime librement ne craint pas de perdre, car il comprend que rien qui s'accroche par peur ne peut être vrai. Il ne cherche pas à être le propriétaire de l'affection, mais un partenaire dans l'expérience. Et cette attitude, paradoxalement, le rend plus attrayant, plus fiable et plus fort.
Le stoïcisme enseigne que la seule chose que nous possédons vraiment est notre esprit. Tout le reste, les personnes, les émotions, les circonstances, sont temporaires. Si tu aimes depuis l'anxiété, tu finiras par étouffer ce que tu essaies de conserver. Mais si tu aimes depuis la sérénité, chaque rencontre devient un acte de gratitude, pas de besoin. Aimer librement, c'est comprendre que l'amour ne te complète pas, il t'accompagne. Le problème survient lorsqu'un homme croit que sa valeur dépend d'être aimé. Cette illusion le pousse à faire des choses qu'il ne désire pas, à tolérer l'intolérable, à perdre son centre pour ne pas perdre la relation. Mais celui qui se perd lui-même pour garder quelqu'un a déjà tout perdu. L'amour ne peut pas se soutenir par la peur. La connexion authentique émerge lorsque les deux peuvent respirer sans se sentir liés. Lorsqu'ils peuvent choisir de rester chaque jour, non par obligation, mais par affinité. La liberté dans l'amour ne détruit pas la connexion, elle la renforce, car le choix constant vaut plus que la permanence forcée. La femme qui voit dans un homme cette sérénité amoureuse, ce détachement mature, comprend qu'elle est face à quelqu'un qui ne cherche pas à combler des vides, mais à partager la plénitude. Cette différence change tout, car l'amour cesse d'être une guerre d'ego et devient une danse de respect mutuel. Aimer librement, c'est savoir lâcher sans ressentiment. Si elle reste, remercie. Si elle part, bénis. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu comprends que ce qui est à toi par synchronicité n'aura jamais besoin de ton désespoir. L'anxiété de retenir ne montre que la peur, et la peur tue l'attraction. Mais la sérénité dans l'amour montre la maturité, et la maturité inspire. Quand tu aimes librement, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton énergie parle de confiance, pas de manque. Et cette sécurité est perçue. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer mieux. De regarder la personne que tu choisis sans l'urgence de la posséder, sans la peur de la perdre. Car aimer librement, ce n'est pas ne pas ressentir, c'est ressentir sans perdre l'équilibre. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le contrôle, tu honores l'amour véritable. Non pas celui qui exige, mais celui qui comprend. Non pas celui qui réclame, mais celui qui respecte. Non pas celui qui cherche à combler, mais celui qui décide de partager. C'est l'amour qui transcende, qui n'a pas besoin de promesses vides ni de jeux de pouvoir, qui se soutient seul parce que les deux choisissent de rester. Et ce choix libre, répété jour après jour, est la forme la plus pure de fidélité. Aimer librement ne t'éloigne pas de l'amour, il t'élève en lui. 4. Maîtrise tes émotions. Le feu peut réchauffer ou détruire, tout dépend de qui le contrôle. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas l'ennemi, mais elles peuvent devenir ta ruine si tu n'apprends pas à les gouverner. Beaucoup d'hommes pensent que d'être émotionnel est un signe de sensibilité, et c'est le cas, mais seulement si tu sais gérer ce que tu ressens sans que cela ne te contrôle. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas devenir de pierre. Cela signifie garder l'esprit clair pendant que le cœur bat fort. Chaque jour, la vie te présente des épreuves déguisées en conversation, gestes ou attitudes. Il suffit d'un mot mal dit pour que l'orgueil se réveille, d'un regard indifférent pour que l'insécurité attaque, d'un silence pour que la peur s'empare de toi. Mais le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les faits qui te perturbent, mais ton interprétation d'eux. Si tu arrives à contrôler ta perception, tu maîtriseras tes émotions. Et quand tu maîtrises tes émotions, rien ni personne ne peut les utiliser contre toi. Dans les relations, cela devient encore plus évident. La psychologie féminine perçoit les émotions masculines comme une carte. Si tu te perturbes facilement, cela se voit. Si tu t'irrites face à la distance, cela se perçoit. Si ton humeur change à cause d'une réponse froide ou d'un silence prolongé, tu perds le contrôle du terrain émotionnel, non pas parce qu'elle te manipule, mais parce qu'inconsciemment, elle mesure ta stabilité. Le respect et l'attraction naissent lorsqu'un homme sait garder son centre même lorsque son ego veut déborder. Maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer, c'est apprendre à les écouter sans leur obéir. Il ne s'agit pas de feindre le froid, mais d'agir avec sagesse. La colère, le désir,
La peur et la tristesse ont leur place, mais elles ne doivent pas prendre le volant. Un homme qui ne gouverne pas ses émotions devient un passager de son propre destin. Il se laisse emporter par des impulsions qu'il regrette ensuite, par des décisions nées de la colère ou de l'orgueil. Mais celui qui se connaît, qui s'observe avant de réagir, devient invincible. Contrôler tes émotions signifie aussi ne pas laisser le comportement des autres définir ton état intérieur. Lorsque quelqu'un cherche à te provoquer et que tu réponds calmement, tu détruis son pouvoir sur toi. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, car la maîtrise émotionnelle s'impose d'elle-même. Les personnes qui ne contrôlent pas leurs émotions vivent à la merci du climat extérieur. Mais l'homme stoïque crée son propre climat. Il ne dépend pas du traitement qu'il reçoit, mais du caractère qu'il a construit. L'esprit fort ne se forge pas dans le confort, mais dans la friction. Chaque moment où tu réussis à contrôler une impulsion est une victoire invisible. Chaque fois que tu choisis la raison sur la réaction, tu renforces ton caractère. Cette discipline émotionnelle ne se voit pas instantanément, mais elle change toute ta vie. Elle te donne de la présence, du magnétisme et une tranquillité qui se ressent sans mots. Maîtriser les émotions est également essentiel pour aimer intelligemment. Si ton amour dépend du fait que tout se passe bien, il est fragile. Si ta tranquillité dépend de la façon dont on te traite, tu donnes ton pouvoir. Mais si tu peux ressentir intensément sans perdre le contrôle, alors tu connais la véritable force. La femme qui perçoit cette stabilité émotionnelle comprend qu'elle n'est pas face à quelqu'un qui réagit, mais face à quelqu'un qui choisit. Pratique l'autocontrôle comme un art. Avant de répondre, respire. Avant de juger, comprends. Avant d'agir, analyse. Ne laisse pas une impulsion détruire ce que le calme peut maintenir. L'esprit tranquille est une arme silencieuse. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton destin. Et quand tu y parviens, la vie cesse d'être une guerre interne et devient une stratégie bien exécutée. 5. Sois un rocher. Quand la mer se déchaîne et que les vagues frappent de toute leur force, il y a quelque chose qui ne bouge jamais. Le rocher. Il ne lutte pas contre l'eau, il n'essaie pas de l'arrêter, il reste simplement là. C'est ce que représente la véritable force masculine, la capacité à être stable quand tout autour de toi vacille. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort physiquement, ni le plus bruyant, ni le plus redouté. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui ne se brise pas de l'intérieur chaque fois que le monde change d'humeur. Être un rocher, ce n'est pas durcir, c'est apprendre à rester ferme, sans perdre ton essence. Dans la vie, la plupart des gens se comportent comme la mer, variable, émotionnelle, changeant. Aujourd'hui, ils te louent, demain, ils te critiquent. Aujourd'hui, ils te désirent, demain, ils t'ignorent. Si tu bases ta stabilité là-dessus, tu couleras. L'homme qui comprend le stoïcisme sait que sa valeur ne dépend pas du climat émotionnel des autres. Il crée son propre axe. Il ne se laisse pas perturber par le chaos, car il a appris à trouver refuge en lui-même. Le rocher ne bouge pas pour plaire aux vagues. Les vagues s'adaptent à sa forme. C'est l'essence du respect. Être un rocher ne signifie pas devenir froid ou distant, mais avoir une maîtrise intérieure. C'est savoir que, même si tu ressens, même si tu es affecté, tu ne laisseras pas cela déterminer tes actions. La fermeté n'est pas dans l'absence d'émotion, mais dans la capacité à te tenir malgré elle. La psychologie féminine perçoit cette stabilité immédiatement. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui ne perd pas le contrôle, qui n'a pas besoin de se réaffirmer ni de chercher constamment l'approbation. Cette présence tranquille est ce qui inspire confiance et désir, car elle transmet l'équilibre. En pratique, être un rocher implique d'apprendre à ne pas réagir à chaque stimulus, ne pas répondre aux provocations inutiles, ne pas montrer d'anxiété face au silence, ne pas s'effondrer face à la distance. Si elle s'éloigne, tu maintiens le rythme. Si elle doute, tu maintiens la direction. Si la vie te défie, tu observes, tu respires et tu avances. Le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de ne pas permettre que les émotions des autres dominent ton comportement.
Beaucoup d'hommes confondent être ferme avec être dur, mais la différence est grande. La dureté se brise sous la pression, la fermeté s'adapte sans perdre sa forme. Être un rocher, ce n'est pas rejeter la vulnérabilité, c'est l'embrasser avec intégrité. Tu n'as pas besoin de prouver que rien ne t'affecte, tu as juste besoin de prouver que rien ne te contrôle. C'est la différence entre l'homme impulsif et l'homme sage. Quand tu es un rocher, les gens te respectent non pas par peur, mais par stabilité. Ils savent qu'ils peuvent compter sur ta présence, car tu ne changes pas avec le vent. Et quand une femme perçoit cela, elle ressent la paix. Tu n'es pas là pour rivaliser, ni pour supplier, ni pour céder ton centre. Tu es là pour partager ta tranquillité. L'homme qui réussit cela n'a pas besoin de parler de sa valeur, son comportement le reflète. La cohérence entre son esprit, ses émotions et ses actes le rend inébranlable. Pratique d'être un rocher au quotidien. Quand quelqu'un te provoque, garde ton calme. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, observe sans dramatiser. Quand la vie te met à l'épreuve, rappelle-toi que la tempête passera, mais ta stabilité doit rester. Parce qu'au final, le respect, l'amour et l'admiration ne se gagnent pas avec intensité, mais avec constance. Le rocher n'impressionne pas par sa force momentanée, mais par sa permanence. Et quand tu réussis cela, rien ne te secoue. Personne ne te contrôle, et la vie elle-même commence à bouger au rythme de ta sérénité. Reste ferme, car celui qui reste ferme prévaut toujours. 6. Pratique le détachement. Le feu donne une leçon puissante. Si tu l'embrasses avec désespoir, il te brûle. Si tu l'observes à distance, il t'éclaire. C'est ainsi que fonctionne le détachement. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais d'apprendre à tenir ce que tu aimes sans en dépendre. Beaucoup d'hommes confondent l'amour avec la possession et finissent par être prisonniers de ce qu'ils ont juré de profiter. Mais la liberté émotionnelle ne naît pas lorsque tu cesses de vouloir, mais lorsque tu comprends que tu peux continuer à aimer sans te perdre dans le processus. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est comprendre que rien ni personne ne t'appartient et que la seule chose que tu peux contrôler est ta réaction à ce qui se passe. Quand une femme sent qu'un homme dépend émotionnellement de son attention, elle cesse de l'admirer. Non pas parce qu'elle ne le valorise pas, mais parce qu'elle perçoit une faiblesse. L'attraction se nourrit de l'équilibre, pas de la dépendance. La psychologie féminine répond à l'homme qui peut aimer sans anxiété, à celui qui sait rester sans supplier et partir sans rancune. Le stoïcisme enseigne que la racine de la souffrance est dans l'attachement à ce que nous ne contrôlons pas. Prétendre qu'une personne agisse comme tu le souhaites est une invitation à la douleur. Au contraire, accepter la nature changeante des choses est un signe de sagesse. L'homme qui pratique le détachement ne s'effondre pas quand quelque chose se termine, parce qu'il n'a jamais déposé sa valeur dans l'externe. Il maintient son centre parce qu'il comprend que tout ce qui arrive a un but et tout ce qui part laisse une leçon. Pratiquer le détachement signifie aussi lâcher la nécessité de toujours avoir le contrôle. Tu n'as pas besoin de vérifier chaque message, tu n'as pas besoin d'interpréter chaque silence, tu n'as pas besoin de prouver constamment qu'on t'aime. Quand tu as confiance en toi, tu cesses de chercher des signes à l'extérieur. Le détachement te permet de profiter du présent sans craindre l'avenir, parce que tu n'es pas obsédé par le fait de retenir ce qui coule. Et cela, paradoxalement, est ce qui fait que les gens veulent rester. Personne ne se sent libre à côté de celui qui transmet le manque, mais celui qui émane la tranquillité, qui n'exige pas, qui ne supplie pas, devient un aimant silencieux. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, cela signifie que ta paix ne dépend pas du comportement des autres. Tu peux aimer profondément et malgré tout rester calme si quelque chose change. Tu peux ressentir de la douleur, mais ne pas te rendre à elle. Tu peux manquer mais ne pas perdre ta dignité. Cette capacité à rester entier est ce qui définit ton pouvoir interne. La femme qui perçoit cet équilibre comprend qu'elle n'est pas face à quelqu'un désespéré d'être aimé, mais face à quelqu'un qui s'aime assez pour ne pas perdre le cap. Être détaché, c'est avoir confiance en la vie sans avoir besoin de la contrôler. C'est observer comment les choses viennent et vont sans essayer de les forcer.
Quand tu acceptes le flux naturel de l'existence, tu deviens inébranlable. Parce que rien ne peut te prendre la paix si ton bien-être ne dépend pas de ce qui change. L'homme qui maîtrise le détachement n'est pas celui qui évite de ressentir, mais celui qui ressent sans se rendre. Il ne fuit pas l'amour, il le vit avec présence. Il ne craint pas de perdre, parce qu'il comprend que l'essentiel ne se perd jamais. Sa sérénité, son centre, son but. Pratique le détachement en tout, dans tes relations, dans tes réalisations, dans tes désirs. Profite sans t'accrocher, donne sans exigence, reçois sans attente. La vie récompense celui qui ne mendie pas le contrôle, mais celui qui a confiance en son propre équilibre. Parce que quand tu n'as plus besoin de retenir quoi que ce soit, tout coule vers toi naturellement. Le détachement ne te retire pas d'émotion, il te donne du pouvoir. 7. Concentre-toi sur ton but. L'homme qui n'a pas de direction est comme un bateau sans gouvernail. Il peut flotter, mais n'importe quel courant l'emporte. Sans but, l'esprit se disperse, le cœur se confond, et la vie devient une série d'impulsions sans sens. Tu ne peux pas espérer de respect, d'admiration ou de stabilité si tu ne sais pas où tu vas. Le but n'est pas seulement un objectif, c'est la boussole interne qui te maintient ferme même lorsque le chemin devient sombre. C'est ce qui te donne de la clarté lorsque tout le reste devient désordonné. Lorsqu'un homme n'a pas de but clair, il cherche à se distraire dans l'extérieur. Il est obsédé par l'attention, par les femmes, par la validation, par l'immédiat. Mais un homme avec un but a une énergie différente. On le voit dans son regard, dans sa posture, dans son silence. Il n'a pas besoin de parler de ce qu'il fera. Sa vie le démontre déjà. Cette détermination transmet quelque chose de magnétique, quelque chose que les gens perçoivent sans qu'il ait à dire un seul mot. La psychologie féminine réagit à cette direction interne, non par intérêt, mais par instinct. Une femme est naturellement attirée par un homme qui sait où il va, parce que son énergie transmet de la stabilité, et la stabilité donne de la sécurité. Le but te protège du vide et de l'attachement. Lorsque tu sais ce que tu construis, tu n'as pas besoin de poursuivre ce qui ne t'appartient pas. L'homme qui vit pour quelque chose de plus grand que ses émotions ne s'effondre pas face au rejet et ne se perd pas dans la solitude. Il sait que sa valeur ne dépend de l'approbation de personne, parce que son attention est sur sa croissance, pas sur son acceptation. Le but te transforme en rocher lorsque le monde essaie de te confondre, parce qu'il te donne une direction que aucune opinion ne peut dévier. Le stoïcisme enseigne qu'un homme doit avoir un sens du devoir envers lui-même et envers le monde. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs externes, mais de vivre avec cohérence, d'agir conformément à tes valeurs, peu importe le bruit extérieur. Chaque jour que tu avances dans ton but, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis de travailler sur ta vision plutôt que de chercher des distractions, tu récupères ton pouvoir. Le but est discipline, mais aussi passion canalisée. C'est un feu qui ne détruit pas, mais qui transforme. Un homme concentré sur son but devient difficile à manipuler, parce qu'il ne peut pas être distrait par le superficiel. Il ne se laisse pas bouger par les flatteries ou les rejets, parce que son attention est dirigée vers quelque chose de plus profond. Et cela le rend libre, libre du jeu émotionnel, libre de l'approbation, libre de l'anxiété d'être vu. Un homme qui sait qui il est et où il va n'a pas besoin de poursuivre quelqu'un, parce que son énergie attire déjà ce qui est aligné avec son chemin. Lorsque tu as un but, même l'amour se transforme. Tu n'aimes plus par vide, mais par abondance. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne un sens, parce que tu l'as déjà. L'amour cesse d'être une échappatoire et devient une extension de ta plénitude. C'est pourquoi le but ne te rend pas seulement plus fort, il te rend aussi plus attrayant. Parce que celui qui vit avec une direction transmet une sérénité qui ne peut pas être feinte. Consacre ton énergie à construire, pas à prouver, à avancer, pas à impressionner. Chaque jour que tu choisis ton but sur tes impulsions, tu remportes une bataille silencieuse. Et même si le monde ne le voit pas, ton esprit le ressent.
ton esprit se renforce. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui d'un homme concentré, parce que sa présence ordonne ce qui l'entoure. 8. Agis avec calme. L'archer qui tire avec précipitation manque toujours sa cible, non pas parce qu'il n'a pas une bonne visée, mais parce que l'impulsion remplace la précision. Dans la vie, agir avec calme est comme tendre l'arc avec patience avant de lâcher la flèche. Il ne s'agit pas de bouger lentement, mais de bouger avec intention. La plupart des gens réagissent sur le moment, mais ceux qui avancent vraiment sont ceux qui pensent, attendent, puis agissent. Cette différence marque la limite entre l'homme émotionnellement mature et celui qui agit encore comme un impulsif. Le calme dans l'action n'est pas passivité, c'est stratégie. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour bouger avec puissance. Le calme transforme tes décisions en mouvements sûrs, parce qu'ils proviennent de la raison, pas de l'émotion. Le stoïcisme enseigne que la précipitation est une forme de peur déguisée. Celui qui court après tout finit par tout perdre. Mais celui qui avance avec un pas ferme conquiert tout sans désespérer. La psychologie féminine perçoit cela clairement. L'homme qui se laisse emporter par l'anxiété, par le désir immédiat ou par le besoin de réponse, perd sa présence. Mais celui qui agit avec calme, sans montrer de hâte, transmet quelque chose de plus puissant que n'importe quel geste de conquête, le contrôle. Le monde moderne pousse l'homme à la réaction. On t'apprend que tu dois répondre rapidement, montrer de l'intérêt, résoudre tout instantanément. Mais agir avec calme, c'est se rebeller contre cette pression. C'est dire au bruit du monde « je bouge quand c'est le bon moment, pas quand on me le demande ». Cette mentalité transforme ton énergie. Tu deviens moins prévisible, plus intéressant, plus respecté. Le calme te rend mystérieux, et le mystère est pouvoir. Rien ne te rend plus fort que d'apprendre à bouger sans anxiété. Dans les relations, c'est la clé. Quand une femme remarque que tu ne réponds pas à l'impulsion, mais à la stabilité, elle comprend qu'elle est face à quelqu'un de différent. Tu n'as pas besoin de concourir, ni de chercher l'attention, ni de montrer de l'intérêt de manière désespérée. Ton calme devient ton langage le plus attrayant, parce qu'il révèle que rien ne te domine. Agir avec calme, c'est choisir ton moment, pas celui de l'autre. C'est attendre sans te rendre, bouger sans peur, décider sans précipitation. Le calme ne te rend pas lent, il te rend sûr. C'est l'état dans lequel le pouvoir et la sagesse se rencontrent. Chaque fois que tu choisis d'agir à partir de la sérénité, tu entraînes ton esprit à gouverner tes émotions. Et cet entraînement vaut plus que n'importe quel talent. L'homme qui agit avec calme ne cherche pas à impressionner, il cherche à transcender. Il ne se laisse pas entraîner par l'urgence du désir, ni par le besoin de reconnaissance. Il reste concentré, patient, inébranlable, parce qu'il sait que le temps favorise toujours celui qui ne désespère pas. Le calme n'est pas faiblesse, c'est maîtrise absolue. Celui qui agit avec calme conquiert sans effort. Parce que pendant que les autres s'épuisent à courir, lui avance en silence, avec précision, vers tout ce qui compte vraiment. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.